On voyait que les Américains devaient marcher sur leur fierté et leurs principes. Une liberté de penser. Mais il le fait d'une façon particulièrement grossière et maladroite. Une force internationale. Et même, on va plus loin. Luc La Liberté. Oh, this is the time to speak America with Luc La Liberté. Bonjour, Luc. Bonjour, Guy. Ça va bien? Oui, tu as 4 beaux sujets aujourd'hui. J'aimerais ça qu'on en fasse le tour, Caroline, parce que c'est tout le fun. Fait que si on peut faire 2-3 minutes chaque sujet, ce serait une bonne idée. La surprise Je me discipline. Oh non, mais écoute, on y va avec comme ça vient. Oh, surprise d'octobre parfait. viendrait des Portoricains. Là, Trump s'excuse pas par rapport à ce qu'il a fait au Madison Square Garden. Non, voilà. En fait, il s'est distancié de l'humoriste qui a fait cette blague à laquelle on a beaucoup réagi, qu'on n'a pas, dans la plupart des cas, trouvé drôle, et encore moins quand on parle de politique. Donc, il s'en est pris directement aux Portoricains. Pour les auditeurs qui n'étaient pas là ou les téléspectateurs qui n'étaient pas là, ce qu'il a dit carrément, c'est il y a une île de déchets dans l'océan. Cette île a un nom, elle s'appelle Porto Rico. Donc, il y a eu vraiment, à partir de ce moment-là, on a vu sur les réseaux sociaux, on s'est emporté, on a critiqué les républicains. Et Donald Trump, faut le savoir, il tient ça de Roy Cohn, qui est son ancien conseiller, qui est décédé, mais de qui il était très près. Puis Roy Cohn lui avait dit, il y a comme 3 grandes lois. Et 1, tu es toujours à l'attaque. 2, tu ne t'excuses jamais. Puis 3, peu importe ce qu'on va dire, tu continues. Mais donc, il y avait cette règle de ne jamais s'excuser, de ne jamais rien reconnaître. Donc, M. Trump, plutôt que de dire, lui a débordé, il a dit, moi, je ne connais pas du tout. Donc, c'est quand même quelqu'un qu'on a en anglais, on appelle ça VT, mais c'est quand même quelqu'un, normalement, dont on a vérifié le discours. On laisse pas dans un grand parti quelqu'un prendre la parole sans le faire. Toujours est-il qu'il y a donc cette controverse, et si M. Trump est en Pennsylvanie aujourd'hui, il y a en partie un lien avec cette controverse. C'est que les Portoricains qui sont sur l'île, M. Trump n'a pas à s'en méfier pour l'élection. C'est pas là que ça va lui jouer un tour. Ces gens-là vont pas enregistrer de vote. C'est les Portoricains qui vivent en sol américain, entre autres en Pennsylvanie. Ils sont 450 000 installés là. Et tout ce qu'il y a d'influenceurs ou tout ce qu'il y a de vedettes ou d'origine portoricaine est sorti très fort pour dire, OK, on se prononçait pas jusque-là, mais là, on est carrément pro-Kamala Harris. Donc, en Pennsylvanie, M. Trump va devoir payer pour cette gaffe-là. Et ça revient, quand je parle de surprise d'octobre, c'est souvent, on dit, il arrive un événement en octobre qui peut influencer le vote à la dernière minute. Comme on est à une semaine, jour pour jour, de l'élection, on dit, il y a des gens qui ont déjà voté. Ceux qui pourraient maintenant aller voter, ceux qui vont se déplacer. Est-ce qu'il y en a pour qui ça a été, en anglais, un game changer? Est-ce que ça vient changer la donne pour eux? Donc, premier gros sujet, j'ai hâte d'entendre ce que Donald Trump va dire. Mais si on s'y est ce qu'il est depuis le début, il va pas s'excuser. Il va peut-être leur dire ça autrement. Mais aujourd'hui, il a plutôt parlé du Madison Square Garden comme d'une fête de l'amour. Donc, Porto Rico, en passant, bien sûr, c'est pas un État américain, mais c'est comme un genre de département affilié aux États-Unis. Là. C'est pas trop clair. Donc, eux autres, ils votent pas. Mais qu'est-ce que c'est exactement le statut de Porto Rico? Là? Comment ça fonctionne? C'est un territoire américain et ça fait au moins 2 fois par biais de référendum que les habitants de l'île votent pour devenir un État américain. Et le problème, c'est que ça change sérieusement la donne. Si on devait, du côté des États-Unis, intégrer Porto Rico comme étant le 51e État de l'Union américaine, ça leur donnerait 2 sénateurs de plus, ça leur donnerait des représentants de plus, et au moment où on se parle, ils seraient démocrates. Donc, on peut très bien imaginer que des républicains vont s'opposer farouchement à ce qu'on intègre un nouvel État. On l'avait proposé en passant à Joe Biden, d'ailleurs. Donc, on ne veut pas de cette représentation-là. Et l'autre chose, et ça, l'humoriste le dit de la façon la plus maladroite possible, mais la situation économique de l'île, elle est désastreuse. Et bien sûr, intégrer Porto Rico, c'est intégrer ce qu'il y a de dettes et de problématiques aussi, en plus des 50 autres États. Mais grosso modo, c'est là où on en est en 2024. Très bien. Harris en avance de 4 points dans un sondage donc au national. Évidemment, le sondage national ne veut pas nécessairement dire qu'elle va gagner le nombre de grands électeurs, mais quand même. Puis je regardais tantôt, c'est sur, je crois que c'est Québec 125, c'était 270 à 268. Ça peut pas être plus serré que ça. Et il évaluait à 54 de chances, les chances de gagner pour Kamala Harris. C'est excellent la référence. Québec 125, finalement, est assez proche de ce dont je discutais avec toi hier. Je pense qu'il y a un très léger avantage Kamala Harris au moment où on se parle. Quand on parle d'un sondage national, la seule importance qu'on y accorde habituellement, c'est que quand les démocrates ont 3 points ou plus d'avance, on dit que là, ils ont des chances de l'emporter.
Au plan national, il y a un léger handicap en raison justement des États pivots, puis des nombreux petits États qui votent républicains. C'est une bonne nouvelle pour le camp Harris. Ça veut dire qu'on n'a pas de coup d'épée dans l'eau, on fait pas de grosses gaffes, mais en même temps, qu'est-ce qu'on prend rien pour acquis, puis que chaque journée qui passe, Mme Harris ne peut pas prendre de pause et l'ensemble de l'équipe non plus. Grosso modo, égalité statistique, un petit feeling, un peu plus Harris, mais je t'avais dit hier, je gage rien là-dessus. Oui. Ça se pourrait-tu que les gens qui votent Trump sont un peu plus gênés aussi de le dire publiquement, puis qu'il y a toujours une espèce de petit handicap à ce niveau-là, au niveau des sondages? Voilà, puis ça donne ce qu'on appelle souvent la prime à l'urne. Dans le vote par anticipation, dans le vote par la poste, on va encore voter selon les statistiques dont on dispose, on va encore voter démocrate. Généralement, le vote républicain sort plus fort la journée du vote. Donc, on va voir, et on appelle même ça le mirage rouge. On a eu ça en 2020, c'est qu'en début de soirée, on avait l'impression que Donald Trump allait l'emporter. Puis, comme on dépouille en plus tard le vote par anticipation puis le vote par la poste, le Joe Biden a recommencé à revenir dans le jeu, puis finalement, ça a fait basculer tout ça. Chez les sondeurs, on nous a répété, on a fait des démonstrations scientifiques en disant, on a calculé ce facteur-là cette année. Ils pourront pas nous déjouer, ou en tout cas pas beaucoup. C'est une des choses, personnellement, comme commentateur, que je vais surveiller beaucoup. Est-ce qu'on est capable de bien évaluer ça, cette espèce de prime à l'urne, ou cette gêne de reconnaître dans un sondage, quand on nous appelle qu'on va voter Donald Trump? Moi, ce que je crains plus, si je suis un sondeur, Jean-Marc Léger, je sais pas s'il serait d'accord, souvent il collabore avec nous, c'est que souvent les républicains refusent tout simplement de répondre aux sondages. Donc, c'est moins la réponse qu'on donne ou qu'on est gêné de donner que les réponses qu'on n'obtient pas. C'est plus ce petit facteur-là pour la journée d'élection qui m'intéresse. Évidemment, les gens doivent bien comprendre qu'on peut, aux États-Unis, gagner la présidentielle tout en perdant le pourcentage des électeurs parce que c'est les grands électeurs, évidemment, qui votent. Voilà. Donc, c'est un système un peu compliqué, mais quand même assez simple aussi à comprendre. Là, c'est pas si complexe que ça. Mais est-ce qu'il arrive que les grands électeurs, dans l'histoire, bien sûr, là, je parle pas récemment, est-ce que les grands électeurs sont libres de faire ce qu'ils veulent, un coup qu'ils ont... Non, mais tu comprends le sens de ma question? Ils sont absolument condamnés à voter pour le parti qui est rentré dans les votes. Je riais parce que ta question, cette année, tu vois, tu disais tout à l'heure sur Québec 125, on est 270, 268. Il y a 1% de chance qu'on finisse à 269 des deux côtés, pour te donner une idée à quel point c'est serré. Et là, les grands électeurs pourraient être appelés à faire la différence. C'est ce que Donald Trump a d'ailleurs tenté d'influencer jusqu'au 6 janvier 2021. Faut savoir que ça a changé au début de l'histoire américaine. Donc, ta question, elle est fondamentale. Au début de l'histoire américaine, les grands électeurs étaient totalement libres. Et ça avait été pensé justement pour corriger une erreur de la population. On n'était pas certain de la démocratie. Les Américains ils nous vendent ça, cette démocratie-là, mais on n'avait pas une confiance aveugle dans la volonté du peuple. Et on s'était dit, s'ils se trompent, il nous reste toujours comme rempart, comme garde-fou, les grands électeurs. Au fil du temps, on a voulu être plus démocratique puis dire, il faut que les grands électeurs respectent la volonté du peuple. Ce qui fait qu'aux États-Unis, il faudrait que je te passe les 50 États les uns après les autres pour te dire, ceux-là, ils obligent les grands électeurs à voter comme la population et dans d'autres cas, ils sont libres. Et presque à chaque élection, ça arrive qu'on change de vote, mais pas de manière à inverser les résultats d'une élection. Symboliquement, dans un État ou dans quelques États, c'était arrivé à John Kerry, par exemple. On remonte à loin, on est en 2004, mais il y a des gens qui avaient dit, on vote contre lui, on change le vote de la population. Mais ça n'avait pas changé le résultat de l'élection. Et c'est ça qui essaie d'imaginer le chaos. Si les règles du jeu sont pas égales pour tout le monde, parce que c'est les États qui fixent les règles, si certains grands électeurs ne peuvent pas changer d'idée et que d'autres peuvent le faire et qu'ils le font, essaie d'imaginer le chaos que ça donne. Que tu sois démocrate ou républicain, t'aimeras pas ça. On peut quand même imaginer le chaos si Donald Trump perdait en ayant gagné les grands électeurs, mais que certains de ces grands électeurs-là votent pour Kamala Harris. Ce serait absolument catastrophique. Et est-ce qu'il y a des pressions en ce moment? Puis on va terminer là-dessus. Écoute, garde tes deux autres sujets pour demain. C'est tout intéressant. Est-ce qu'il y a des pressions pour faire en sorte que les grands électeurs, à un moment donné, disparaissent puis qu'on se dise, ben écoute, la démocratie, c'est les votes des gens puis ça finit là? Je me suis déjà trompé en prédisant sur les États-Unis, sur des mouvements de fond aux États-Unis. Je vois pas comment des républicains peuvent accepter
aujourd'hui de mettre fin au collège électoral. C'est tout ce qu'il leur reste pour gagner la présidence. Les 2 derniers présidents, George W. Bush et Donald Trump, l'ont emporté en perdant le vote populaire. Ah bon? Si je suis un petit État aux États-Unis, c'est la seule chance que j'ai encore de me faire entendre parce que je peux être décisif lors d'une élection et pas être avalé par New York, la Californie ou le Texas. Donc, je vois pas honnêtement comment des républicains et surtout ceux des petits États peuvent être en accord avec la fin de ce système-là. Donc, ce serait très lourd à changer. La réponse à ta question, c'est oui. Ça fait déjà plusieurs cycles électoraux qu'on en parle, plusieurs cycles électoraux, pardon. Mais avant que ça se fasse, on aura bien d'autres chroniques, je pense, avant. Parfait. Ben écoute, on va commencer par celle de demain. C'est toujours passionnant. Merci beaucoup, Luc. Bonne fin de journée, Guy. Salut.